Un, deux, test. Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va commencer à l'heure, comme ça on ne met pas les autres ateliers en retard par la suite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre atelier. Merci de nous avoir choisis pour le deuxième atelier du CAED, du coup, sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment avec un iPad. L'objectif, donc, c'est de vous présenter des fonctionnalités, des outils, des choses qu'on a créées nous, qui nous permettent de différencier notre pédagogie, mais aussi de différencier l'accompagnement qu'on va effectuer avec chaque élève. D'accord, qu'on ait un iPad personnel, qu'on ait un iPad avec quelques iPads dans la classe qui traînent, qu'on se les partage entre collègues avec différents cycles. Voilà, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir normalement y trouver votre compte. Si vous avez un iPad parmi vous et que vous avez amené quelques outils, n'hésitez pas à le prendre pour tester en même temps, ça peut vous faire la main aussi. Si vous avez un iPhone, ça marchera aussi. Et il y a peut-être des petites fonctionnalités qu'on va montrer qui ne seront pas forcément disponibles sur Mac. Donc voilà, on s'en excuse par avance, mais globalement, vous allez pouvoir, je pense, y trouver votre compte. Je suis Julien Bardon, je suis formateur et ancien enseignant du primaire, et je suis accompagné d'Héloïse qui est également enseignante et formatrice comme moi. Notre objectif, c'est de former les enseignants de la maternelle à l'université aux usages du numérique, notamment avec un iPad, avec des smartboards parfois et avec des outils numériques de manière générale. Okay. Alors pour commencer cet atelier, on souhaitait vous parler de quatre points. Voilà les 4 points qui vont être abordés aujourd'hui avec vous. Le premier point donc sur la différenciation n'a jamais été aussi simple avec un publipostage. Donc ça c'est une fonctionnalité que peut-être certains connaissent déjà très bien, mais qui est disponible également sur iPad. Donc je tenais à vous la présenter également. On va également ensuite présenter un module pour suivre l'atelier de lecture fluence efficacement avec un document qu'on a créé mais qui est très facilement reproductible par vos soins. On va enchaîner avec aider les élèves dans l'apprentissage de l'écriture. Et enfin, on vous montrera une fonctionnalité d'accessibilité parce qu'on ne peut pas toutes les balayer. Vous allez voir que c'est assez énorme au niveau des outils qui sont disponibles sur la tablette. Mais on va vous montrer une fonctionnalité qui s'appelle l'AccédED, qui permet de simplifier grandement l'iPad du plus petit élève qu'on puisse avoir en classe au plus grand. D'accord ? Différencier n'a jamais été aussi simple pour le publipostage. Alors je vais commencer par cette partie-là. Et je vais commencer par quelque chose que vous connaissez sûrement déjà tous, le plan de travail. Le plan de travail, c'est quelque chose que je pense beaucoup pratiquent parmi vous, qu'on a tous essayé de pratiquer à un moment ou autre de notre carrière. L'objectif, c'est très simple, c'est d'avoir des activités variées, de présenter des activités et que les élèves puissent piocher parmi les activités et puis essayer de les faire. Ce qui différencie le plan de travail de la feuille de route, c'est que vraiment l'élève va pouvoir choisir son activité. Donc ça, c'était important pour moi. Et donc la première étape quand on veut faire du publipostage et qu'on veut différencier le plan de travail en fonction des élèves, ça va être déjà de créer ce plan de travail. Alors les plans de travail, vous en avez je pense déjà tous U1 en format Word ou PDF, etc. Il y en existe des centaines sur les sites des blogueurs qui sont aujourd'hui présents en tant qu'ambassadeurs, donc n'hésitez pas à les fouiller parce qu'il y a vraiment des choses super chouettes qui sont déjà faites. Si on fait un plan de travail classique, l'objectif c'est ici au niveau des exercices à effectuer, qu'en fonction de mon élève, je vais avoir des niveaux qui vont être proposés par cet élève. D'accord ? Donc si j'ai ici ma leçon sur les homophones, je veux avoir à ce niveau-là, dans cette case, à la place d'homophone, je veux avoir le niveau de l'exercice que l'élève va devoir effectuer, qui va peut-être aller piocher dans votre classe dans des bannettes, qui va peut-être avoir dans son classeur, etc. Mais je veux qu'il puisse avoir l'exercice qui correspond à son niveau. Donc ce que je vais faire en deuxième partie, ça va être de créer un tableau. Donc ça, je vais vous montrer un peu plus en détail juste après. Alors, il y a mon smiley qui est déjà parti en vacances, il est déjà décalé. Ce que je veux faire, c'est que je veux créer ma liste d'élèves, un tableau classique, un tableur classique en fait, et je vais mettre ici les niveaux de mes élèves en fonction des notions. Alors vous pouvez le faire par période, ici c'est par période, en maths, en français ou dans les autres matières, peu importe. Mais l'objectif, ça va être vraiment d'avoir le niveau qui va être différencié. Alors je fais une évaluation diagnostique que vous faites déjà peut-être dans vos classes, que je peux faire à l'oral, que je peux faire sur un simple exercice à l'ardoise, que je peux faire à l'écrit. Mais une fois que j'ai fait mon exercice, moi, vu que j'ai un iPad et que c'est quand même facile de le porter, de le trimballer partout avec moi dans la classe, je vais pouvoir rentrer les niveaux au fur et à mesure. Et quand je vais faire ça, alors je vais ouvrir le document comme ça, vous allez y voir plus clair. Voilà. Quand je vais faire ça, je vais ensuite faire une manipulation sur ma tablette pour relier ce tableau Excel Numbers tableur à mon document de plan de travail. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, ici, j'ai mon document. Pour l'instant, on n'a rien différencié. On a des exercices à effectuer, mais qui sont indiqués ici.
Et en fait, on va déclencher ce qu'on appelle le publi-postage. Le publi-postage, c'est très simple. Il va prendre les colonnes du tableur et il va les remettre dans le document Pages ou Word ou Excel que vous aviez créé précédemment. D'accord ? Une fois que je fais ça, quand je vais choisir une zone de texte, alors je vais le refaire avec vous parce que là j'ai déjà tout fait, mais je vais supprimer les homophones, voilà. Je vais rajouter ici dans ma liste, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié le document Numbers, différenciation pédagogique primaire, là, je l'ai relié à mon document. Donc il va me proposer tous les champs de fusion. En fait, les champs de fusion, ça va être tout simplement les colonnes avec les titres qui vont être référencés. Et donc là, je veux que mon élève ait le niveau qui soit affiché ici, donc je vais choisir dans la liste des champs de fusion homophones. Et quand je le fais, voilà, il vous met les champs de fusion en violet pour vous indiquer que ces champs-là, c'est 4, alors là il y en a 5, pardon, le prénom, les exercices vont différencier qui sont présents. Quand je vais cliquer sur fusionner, ce qui va se passer, c'est que l'iPad va donc bien synchroniser le champ prénom avec le champ prénom du tableau. D'accord ? Et donc quand je clique sur aperçu de l'enregistrement, pour juste voir si tout se passe bien, hein, si j'ai pas fait d'erreur, je vérifie. Donc là j'ai ma patronne, alors elle va pas être très contente parce qu'elle est en niveau 1 sur durée et puis figure plane. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois que le prénom de l'élève est bien en cohérence avec son niveau dans les différentes notions. Et donc je vérifie que c'est le cas pour tous mes élèves. Et une fois que je suis content du résultat et que je pense que ça a marché, je clique sur fusionner. Donc l'iPad vous fait les 7 documents et il vous propose d'ouvrir le nouveau document fusionné maintenant. On va l'ouvrir. Voilà. Et donc là, ça y est, mon plan de travail est prêt. J'avais que 7 élèves, alors forcément j'ai fait court. J'ai 7 élèves, j'ai bien ma feuille 1 qui est attribuée à Katia, ma feuille 2 à Julien, ma feuille 2 pardon, à Rim, ma feuille 3 à Julien, un autre Julien, Héloïse, John, et puis Ophélie, la petite dernière. Donc du coup, voilà, tous mes élèves ont maintenant affiché dans les cases exercices à compléter le niveau d'exercice qu'ils ont à effectuer. Donc ça c'est une première étape. Les fiches sont prêtes, donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est soit vous êtes chez vous tranquillement et vous pouvez envoyer vers l'imprimante, soit si vous devez imprimer à l'école, vous pouvez exporter ce document-là en PDF avec vos 20 et quelques 30 et quelques pages pour ceux qui ont 30 élèves, et tout simplement imprimer et distribuer à chaque élève le lundi quand la semaine commence le plan de travail à effectuer avec les niveaux différenciés qui sont directement affichés dessus. D'accord ? Et ce type quand on fait ce type de publi-postage, on va permettre déjà de distribuer un plan de travail avec les niveaux, mais sans forcément que l'élève, on passe un par un sur chaque plan de travail pour mettre le niveau, ou la gommette, certains fonctionnent par couleur, etc. Là, on évite tout ce processus. Déjà, on évite de prendre du temps avec chaque élève, parce qu'on n'a pas forcément le temps le lundi matin de le faire. Donc ça nous facilite un peu la tâche. Et la deuxième chose sur laquelle on peut travailler en publi-postage, qui est très intéressant, c'est au niveau du tableau d'honneur. Quand on a des élèves en difficulté, on ne prend pas forcément le temps de récompenser ce qu'ils ont bien fait. Il y a des choses qui font très bien et des choses qui ne font pas bien, mais comme tous les élèves. Mais on ne prend pas forcément le temps de leur montrer qu'ils ont des choses qui sont très bien faites. Et donc, nous, on s'est dit, on va faire un tableau d'honneur, un petit diplôme, qui va être publi-posté en fonction de ce que l'élève veut, en fonction de ce que l'élève a réussi. Donc c'est le même principe, sauf que dans la colonne ici, on a mis des compétences et des appréciations, d'accord, qui sont attribuées donc à des noms d'élèves qu'on a dans notre classe. Et ce qui va se passer, c'est que on va faire un tableau ici avec la photo qu'on va pouvoir changer après, et l'appréciation, le nom, etc. Donc on a remis des caractères de publi-postage, et à la fin, on arrive avec un document fusionné où dans la matière, il y a l'appréciation qui est différente. Donc à chaque fois que j'ai mon élève qui est affiché, voilà, en sport, méritant, etc. Donc on peut, comme ça, facilement, sans forcément prendre un temps fou, permettre de récompenser chaque, entre guillemets, compétence réussie des élèves. Et ce que je voulais vous montrer sur ce document final, je prends le fusionné, voilà. Ce qui est intéressant sur ce document fusionné, c'est que si vous êtes par exemple, alors je sais que moi je le faisais en CM2, pour vous donner un exemple très concret, CM2, fin d'année, fin de primaire pour tous les élèves, donc avant le départ, un petit diplôme, c'est toujours sympa, ils aiment bien, ils gardent un souvenir, ils ont la photo de la classe de cette année. Ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a fait notre fusion comme tout à l'heure, je clique sur la photo de mon élève et sur l'iPad, je peux déclencher ce qu'on appelle un paramètre fictif qu'Héloïse vous remontrera juste après, comme ça vous pourrez avoir vous l'aurez en double, comme ça vous verrez bien ce que ça donne. Ce paramètre me permet tout simplement, très facilement, de changer, de cliquer sur plus, juste ici, et l'iPad me propose de choisir une photo, de choisir l'appareil photo et du coup d'intégrer directement la photo de mon élève dans ce médaillon. Et l'avantage du paramètre fictif, c'est que quel que soit le format de votre photo, lui,
il a compris que c'était ce format que vous vouliez, le format en médaillon. Donc, il va forcément intégrer la photo, quelle que soit sa taille, en médaillon. Donc là, si je choisis une photo rapidement, peu importe, on va prendre l'artichaut, il a adapté, j'ai l'élève artichaut qui est là, il a adapté tout de suite le format, d'accord. Il ne dépasse pas, il ne me remet pas une photo plus large que ce qu'elle n'était. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le publipostage. Donc si je devais reprendre rapidement les points clés, je vous dirais que le publipostage, même si c'est connu maintenant, je pense que vous avez peut-être certains l'habitude sur Word, Excel, etc. Le publipostage, ça permet de différencier facilement parce que vous remplissez tout en amont, mais ensuite c'est l'ordinateur qui fait le reste et qui attribue chaque élève à son niveau. Ça facilite la diffusion de documents parce que, comme je vous l'ai montré, un PDF, on envoie à l'impression, on a nos 30 documents différents qui sont déjà générés, on n'a pas besoin de revenir dessus individuellement, sauf dans le cas des diplômes avec les photos, mais on ne fait pas des diplômes tous les 4 matins non plus, donc ça va. On évite la stigmatisation des élèves parce que quand vous enseignez, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont enseigné comme moi en milieu de REP, on a des élèves qui se comparent, qui regardent toi t'as quoi à faire, et toi il t'a dit quoi le maître, etc. Là ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont déjà leurs documents, ils le collent dans le cahier et c'est perso, quoi. Ils n'ont pas besoin j'ai pas besoin de l'afficher à un élève et de distribuer le niveau à chaque élève en disant toi t'es niveau 2, toi t'es niveau... Non, il n'y a pas besoin, c'est déjà fait. Et enfin, moi, c'était un grand gain de temps parce que le plan de travail, c'était chaque semaine. Donc, chaque semaine, je devais rentrer individuellement mes élèves. Donc là, c'est facile. J'ai mon iPad, je rentre toutes mes données en amont et ensuite, je génère mes documents et qui vont passer pour toute la semaine. Je vais laisser la parole à Héloïse maintenant, qui va aborder avec vous du coup la suivi d'un atelier de lecture avec également un document Numbers. Donc, Héloïse, c'est à toi. Merci Julien et bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous présenter un peu dans la ligne de ce dont Julien vient de vous parler, des activités, des suivis d'activités. Il a parlé d'évaluation diagnostique. Si on se met, par exemple, dans le travail de l'affluence et qu'on veut suivre les progrès des élèves en fluence, on peut imaginer un tableau, alors, comme celui-ci, un tableur, dans lequel on va suivre cette semaine. Loïc a lu tel texte, on veut différencier chacun un texte différent, il a lu tel texte à telle date, voilà le nombre de mots lus par minute, etc. etc. Et dans l'idée d'ateliers qui sont autonomes, on peut demander à l'élève, proposer à l'élève de remplir lui-même ce tableur. Pour ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà des iPads dans la classe, je ne sais pas si vous avez déjà proposé à un élève de remplir un tableur, c'est-à-dire de venir cliquer sur les cellules pour rentrer les informations du texte d'un côté, un timing de l'autre. Personne? Non? Alors, essayez de l'imaginer avec des élèves qui n'utilisent pas très souvent des tableurs ou avec des élèves dyspraxiques. Je vous ouvre le tableur. Hop, je l'avais préparé, il est là. Je fais exprès, je ne zoome pas. Vous imaginez mon doigt, je veux venir cliquer ici, il faut que je double-clique, ensuite il faut que je rentre les informations, c'est un petit peu compliqué. Donc l'astuce que je voulais vous montrer, pour ceux qui ont des iPads dans la classe, c'est que pour remplir un tableur, que ce soit pour nous adultes, mais c'est encore plus intéressant pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, on peut partir d'un tableau que l'on a déjà, mais créer ce que vous voyez ici. C'est tout petit, mais ça s'appelle un formulaire. Le formulaire, je vais l'associer, alors soit je n'ai pas encore le tableau, je vais le créer dans mon formulaire, mais c'est pas ce que je vais vous montrer, j'ai déjà mon tableau. Il est ici, c'est mon suivi pour l'affluence au premier trimestre. Ça va créer automatiquement des zones dans lesquelles l'élève va venir remplir, en fait comme un questionnaire, un Google Form, mais à l'intérieur du tableur. Donc moi je m'appelle Héloïse, hop, je vais mettre. Alors là, il faudra qu'on résolve ce souci-là, parce que l'élève qui veut écrire du texte et qui arrive directement sur les chiffres, c'est pas très bon. Je m'appelle Héloïse, le texte que j'ai lu cette semaine, c'est Le géant égoïste, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez vu, j'ai juste mis mon nom et le texte que j'ai lu, Héloïse, Le géant égoïste. Le tableau va se remplir au fur et à mesure que je complète les formulaires. Et je peux, dans les réglages de mon formulaire, ajouter des champs déjà paramétrés selon le type de contenu. Donc là, typiquement sur le prénom, on l'a laissé en automatique. Automatique, c'est pas pratique. Dans le champ du prénom, j'aurais pu choisir, par exemple, le menu local. Si j'ai déjà dans la ligne, dans mon tableau, dans la colonne prénom, intégré tous les prénoms de mes élèves, ça crée un menu. Et si je reviens sur la partie questionnaire, l'élève, il n'a plus qu'à venir chercher son prénom
dans la partie questionnaire. Alors là, je vais abréger, mais vous vous doutez bien que pour chaque champ, on va pouvoir aller paramétrer de façon personnalisée ce que l'on veut voir complété par l'élève. Et moi ensuite, en tant qu'enseignante, je prends le tableau et j'ai une vision d'ensemble. Et je passe sur le plan de travail pour préparer mon plan de travail de la semaine prochaine. Je passe sur le publipostage. Ça, c'était une première astuce que je voulais vous montrer parce que souvent, on a Numbers, on s'interdit de l'utiliser, on a peur, le tableur en classe, c'est compliqué pour les élèves. Non. Si on utilise le formulaire, le tableur sur l'iPhone, parce que c'est aussi sur iPhone, sur l'iPhone ou sur l'iPad, c'est hyper intéressant. Cette astuce-là, ça ne marche pas sur les Mac, par contre. Le formulaire, on ne l'a pas sur le Mac, que sur l'iPad. Donc, si je résume, hop, je reviens ici. Plus facile de remplir le tableau avec le formulaire. Possibilité de mettre en place de l'auto-évaluation. Oui, parce que je suis passée rapidement, mais on peut mettre des petites étoiles. Et je peux changer, voilà, justement, par couleur, par classement, par étoile. Je vais rester dans l'idée du tableur, mais je vais vous montrer quelque chose pour l'auto-évaluation qui est encore plus intéressante pour le suivi des élèves sur le long terme. Là, on a uniquement un tableau rempli avec le texte, avec l'auto-évaluation de l'élève. Si moi, je veux rajouter mon évaluation perso, et que je veux donc avoir la production orale de mon élève, sa lecture. Je vais prendre le texte que l'on va lire cette semaine et je vais proposer à mes élèves de détourner certains usages des applications natives de l'iPad, ici c'est le traitement de texte, pour pouvoir travailler l'affluence. J'ouvre mon traitement de texte. Dans le traitement de texte, je vais aller chercher une fonctionnalité qui est, alors elle n'est pas cachée, mais elle n'est pas utilisée couramment alors qu'elle est hyper intéressante, c'est le mode que vous voyez ici, prompteur. Quelle que soit la mise en forme de mon texte, ça va me proposer une mise en forme adaptée pour la lecture. Je vais aller un petit peu plus loin. On parle des élèves à besoins éducatifs particuliers. Dans le mode prompteur, ils vont pouvoir, sans modifier le document de base, ils ne modifient pas mon traitement de texte. Ils ont le traitement de texte. Ce qu'ils vont modifier, c'est l'affichage du traitement de texte pour le mode prompteur. Ils vont pouvoir augmenter la taille des caractères. Ils vont pouvoir changer le type d'affichage. Vous voyez déjà, par exemple, que le blanc sur fond noir, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lisible. Et je suis en train avec mon doigt de jouer sur le petit curseur tortue-lièvre. Vous avez en bas de la fenêtre la vitesse de défilement qui s'affiche. Je reprends le plan de travail, je donne un objectif. Cette semaine, tu vas réussir à lire 110 mots par minute. L'élève se place sur 110 mots par minute. Voilà. Comme je veux qu'il garde une trace, hop, je lui demande d'ouvrir le dictaphone à côté, ou je le fais pour lui les premières fois. Mais ils arrivent assez vite à avoir le double écran. Je lance mon dictaphone, je lance mon prompteur, et c'est parti. Laissez passer les biquettes. Un jour, Irénée, le berger du village, gagna une grosse somme d'argent au loto, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous lire le texte en entier, je n'ai pas beaucoup de temps. Je peux mettre pause sur mon mode prompteur. Vous avez vu, j'ai cliqué dessus, je mets pause. Je peux mettre pause aussi sur mon enregistrement si besoin. Alors les élèves, c'est quand même plus intéressant de leur demander de ne pas mettre pause. De lire l'intégralité du texte, de faire leur enregistrement, de venir mettre leur nom ici. Toc. Et puis, de revenir ouvrir. Alors, soit le tableur de départ, soit un document dans lequel on va conserver la trace de ce travail de fluence d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, tout au long de l'année, sur tout un cycle. On peut vraiment imaginer ce qu'on veut, et de venir coller la petite capsule audio pour pouvoir assurer un suivi de la fluence. Derrière, il s'auto-évalue avec le formulaire. Je peux venir l'évaluer avec sa capsule audio. Et on a ce double regard sur les progrès de l'élève. Et c'est très intéressant d'avoir quand même conservé la capsule audio. Ça va lui permettre à lui de se réécouter, à moi de l'écouter avec lui, pour lui dire, tiens, tu as vu là? Ça, tu devrais le travailler. On met pause, on réécoute, on se réenregistre, on recommence. Et on garde des traces de tout ce que l'on a fait. Ça, c'était sur la lecture. N'hésitez pas à la fin si vous avez des questions. Et j'avais aussi envie de vous montrer quelques astuces, pareil, de détournement de l'iPad pour accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers et puis de façon générale tous les élèves dans l'apprentissage de l'écriture. Je vous ai montré Numbers
détourné avec les formulaires. Donc Numbers, c'est le tableur. Je vous ai montré Pages, le traitement de texte, détourné avec le mode prompteur. Du coup, si vous suivez à peu près mon idée, vous vous doutez dans la bureautique, il reste le diaporama, Keynote. Et ben, je vais détourner Keynote. Donc, dans Keynote, toc, regardez ce que j'ai préparé. Ce sont des animations. On va se le mettre en diaporama, ce sera plus clair. Ce sont des animations qui permettent à l'élève d'acquérir le geste graphique. Alors du coup, je me suis amusée à le faire enfin, on s'est amusé à le faire sur toutes les lettres de l'alphabet, en personnalisant la petite puce qui va suivre avec une abeille, avec un bateau, etc. L'élève peut regarder le geste graphique. On va allier à l'écriture la lecture en ajoutant, alors j'espère que la capsule de son va passer. Abeille. Voilà, on entend abeille. On pourrait aussi mettre uniquement la petite capsule de son, vous la voyez ici. C'est moi, enfin c'est ma collègue en l'occurrence, mais c'est l'enseignant qui s'enregistre ici, soit sur le mot, soit sur le son. Ça peut être la consigne, hein. On peut tout à fait utiliser aussi la capsule audio pour venir différencier l'accès à la consigne dans n'importe quel document que l'on met entre les mains de l'élève. Et vous voyez qu'on prévoit dès le départ que le diaporama ne va pas juste servir à montrer l'animation. Bien sûr que l'élève va pouvoir regarder l'animation, et autant de fois qu'il le veut. Il va pouvoir lancer l'animation, relancer l'animation, relancer l'animation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il personnalise aussi son outil. Et on va transformer notre A, B, C, D, E, F de graphisme en abécédaire. Avec cette galerie d'images, je vais proposer à l'élève de se constituer une petite galerie de vocabulaire, les mots qui commencent par A. Donc c'est pour ça que Julien avait tout à l'heure un artichaut à la place d'un élève, parce que j'avais préparé des photos d'artichauts, d'agneaux, d'avions. On peut prendre l'iPad. Alors avec le micro, c'est pas très pratique, mais on peut sortir de la classe, aller faire des photos, ou prendre des photos des petits objets qu'on a dans sa trousse, qui commencent par un A, par un B, par un C. Vous avez compris l'idée. Et on va même un petit peu plus loin. On lui a demandé de trouver des mots qui commencent par A, mais on était dans l'idée de travailler le graphisme. Une fois qu'on a regardé notre vidéo, une fois, deux fois, trois fois, qu'on a imprimé le document en PDF, qu'on l'a plastifié, qu'on lui a donné un Velleda ou un Woody, et qu'il est venu travailler sur le même support pour exercer son geste graphique, il prend son crayon, il vient écrire son A, il prend le petit document ici, le petit plus, merci Julien, du coup l'élève, et il vient faire la photo qui, vous vous souvenez, le paramètre fictif, Julien vous l'a montré, vient s'intégrer dans la zone que j'avais prévue. Et ça, en tant qu'enseignant, à préparer, c'est très rapide. Alors, toc. Ah, si je veux rajouter la galerie d'images que j'avais ici pour intégrer mon artichaut, mon agneau, mon avion, hop. Galerie d'images. J'ai rien d'autre à faire que lui donner le format qui m'intéresse et le poser au bon endroit. Le petit plus est déjà prévu. Et si je veux mettre une seule image, mais que l'élève n'ait pas à aller farfouiller dans les réglages, qu'il ait juste le petit plus, je définis mon image dans sa mise en forme comme un paramètre fictif. Et à partir de là, il retrouvera le petit plus pour venir modifier son image. Et comme on parlait des élèves à besoins éducatifs particuliers, je terminerai sur ça. Quand je suis dans Keynote, je vous ai dit, on peut faire l'export en PDF, imprimé, plastifié. Ça, on l'a dans la classe, c'est notre matériel à nous. Mais qu'est-ce qui se passe hors de la classe? C'est papa, maman qui va remontrer le geste graphique ou pas parce qu'il ne se sent pas de le faire, parce qu'il a le temps, pas le temps, en fait il trace les F à l'envers, enfin bref, on ne sait pas ce qui se passe à la maison. Si je fais un export en GIF animé, c'est mon diaporama, alors je peux le faire pour tout le diaporama, plutôt la vidéo qui est intéressante, ou je peux le faire slide par slide et avoir une image animée du A, une image animée du B, une image animée du C. Le GIF, je viens le coller dans le NT. Et les parents, quel que soit le matériel qu'ils ont à la maison, un PC, un smartphone, une tablette, qu'elle soit iPad, Android, qu'importe, ils pourront le lire, le GIF. Et ils pourront revoir votre geste graphique. Si c'est de la vidéo, ils pourront entendre votre voix, vos consignes. Pour les élèves, il y a une vraie continuité. C'est vraiment très intéressant. Donc si je résume, et je repasse ensuite la main à mon éminent collègue,
Possibilité d'exporter en vidéo ou en GIF animé, vous l'avez compris. Le modèle, une fois qu'il est créé, je le démultiplie, j'ai plus qu'à changer ma lettre. Hein, je fais la structure une fois pour toutes, et puis après, je fais le geste moi, A, B, C, etc. Et les élèves, eux, peuvent compléter soit en cherchant des mots, soit en prenant des photos de leur production. Et toujours la même idée, la galerie d'images. Là, on l'a utilisé pour faire un corpus de... Voilà, un petit carrousel de vocabulaire. Mais la galerie d'images, ça pourrait être aussi des photos, des progrès en graphisme, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et avoir comme ça, à la fin de l'année, un document support avec des productions de tout au long de l'année. Voilà. Je laisse la main à Julien. Merci. Et donc on va pouvoir finir sur le dernier petit point qu'on avait prévu ensemble, c'est donc ce qu'on appelle l'accès-d'aide, un outil qui est disponible dans les réglages d'accessibilité de l'iPad. Alors pour votre information, les réglages d'accessibilité de l'iPad, je recommence, se trouvent dans les réglages et sont accessibles vraiment tout le temps, à n'importe quel moment. On peut jouer avec, les activer, les désactiver en fonction de nos besoins. Honnêtement, c'est les réglages les plus riches qu'il y a sur la planète en termes d'outils numériques. C'est illimité en termes d'ergonomie, ce qu'on peut changer dans l'iPad pour justement l'adapter à tous nos élèves. On avait fait cet atelier la dernière fois au CED l'an dernier pour ceux qui étaient présents. On s'était un peu plus centré sur ces réglages, donc on va moins le faire aujourd'hui. Par contre, on avait une nouveauté qui nous tenait à cœur de vous montrer, c'était l'accès-d'aide. L'accès-d'aide, en fait, c'est un moyen de rendre un iPad beaucoup plus simple d'utilisation, que ce soit pour les tout petits qui doivent juste prendre leurs photos de leurs travaux en pâte à modeler ou leurs ateliers autonomes, aux plus grands. D'accord ? Et donc, l'objectif de cette d'accès-d'aide, ça va être de choisir en tant qu'enseignant des applications qui vont être disponibles sur la tablette que je prête à l'élève. Ça peut être la vôtre, ça peut être 2-3 iPads que vous avez en réserve dans la classe. Et je vais pouvoir choisir le mode d'affichage et ce qui va se passer derrière. Alors ce qu'on va faire avec Héloïse, c'est qu'on va faire un test en direct parce que quand on lance cet accès-d'aide, on ne peut plus projeter la tablette. Donc on a trouvé une petite astuce pour vous le montrer quand même. Donc je vais déclencher l'appareil photo du diaporama juste ici. Et Héloïse va déclencher l'accès-d'aide sur sa tablette. Donc je vais essayer d'être bien prêt. Donc elle clique sur le bouton de l'iPad, elle rentre le code donc, à 4 chiffres qu'elle a elle-même choisi, d'accord, que les élèves ne connaissent pas. Et ensuite, ouais, il y a un petit reflet, mais on va se débrouiller comme ça, ça va aller. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a lancé l'accès-d'aide et qu'on avait choisi des apps, donc là on avait choisi appareil photo, photo et Book Creator, pour ceux qui connaîtraient Book Creator, l'iPad supprime automatiquement toutes les autres apps qui sont présentes dans l'appareil et ne garde que les apps que vous avez sélectionnées. Et il les rend hyper simples d'utilisation, même pour un maternel. L'appareil photo, je clique sur photo, j'ai plus le gros bouton, j'ai tout simplement prendre une photo, donc je clique sur prendre la photo est prise, et je vais la retrouver tout de suite dans mes photos si j'ai besoin. Voilà, j'ai ma nouvelle photo qui vient d'apparaître. Okay, et pour une app comme Book Creator, qui est quand même assez complète et assez riche, ce qui va se passer, c'est que l'app va quand même être complète, elle va garder sa richesse au niveau des fonctionnalités, mais par contre, elle va être accessible uniquement via ce système-là. Donc l'élève ne pourra pas sortir de l'iPad et aller voir ailleurs, aller sur Safari, aller sur Internet, aller dans une autre app, etc. Et non, c'est vous qui choisissez les apps qui vont être disponibles. Donc à partir de ce moment-là, quand vous déclenchez votre accès-d'aide, vous êtes tranquille au niveau de l'utilisation de l'appareil. Vous pouvez le laisser dans un coin en atelier autonome et l'élève peut s'en servir. Et ce qui se passe aussi, c'est que même en déverrouillant la tablette, l'accès-d'aide, lui, reste actif. Donc, ce qui veut dire que pendant une journée entière, vous pouvez activer l'accès-d'aide et il n'y aura pas de problème, il va rester actif. Alors voilà, j'espère que c'était assez clair parce qu'on a peu de photos sur Internet de l'usage d'accès-d'aide, vu qu'on ne peut pas prendre de capture d'écran ni filmer. Mais voilà, en tout cas, pour cet usage. Et surtout, voilà, c'est vraiment un des usages qu'on tenait à vous présenter parce que c'est une nouveauté d'octobre dernier. Il y a des nouveautés en accessibilité quasiment tous les ans et on essaie à chaque fois de faire un petit peu le catalogue des fonctionnalités qui seraient utiles en école. Mais en tout cas, celle-là, c'était vraiment un gros coup de cœur de cette année parce que nous, quand on a des iPads gérés avec Héloïse dans nos classes, on a des applications comme En Classe ou Enseignant qui permettent de contrôler ce que va faire l'élève sur la tablette, mais on n'avait pas cet aspect vraiment de boutons beaucoup plus simples d'usage et beaucoup plus gros pour les élèves qui ont des troubles visuels, pour les élèves qui n'arrivent pas à se souvenir des gestes numériques, comment je quitte l'application, comment je reviens sur l'application, quelle application je choisis, etc. Donc nous, c'était vraiment quelque chose qui nous semblait essentiel. J'ai vu une question, mais n'hésitez pas à venir nous voir juste après si vous le souhaitez, parce que je vois que le temps est court, et puis on pourra en discuter sans problème. Juste pour finir par rapport à ces réglages d'accessibilité, donc vous l'avez vu, c'est assez facile à mettre en place, pardon pour le Larsen.
C'est idéal pour les plus petits parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants de maternelle qui, en général, aimeraient bien garder des traces des ateliers autonomes des élèves. Bah là, ça peut être possible parce qu'on peut laisser l'appareil photo et on peut juste lui mettre à disposition. Ça simplifie l'interface et ça évite les écarts des élèves sur des élèves notamment aux troubles TDAH qui en général vont aller un peu plus loin, ils vont aller chercher une autre app, ils vont aller fouiller un petit peu ailleurs, etc. Là, bah, au moins l'interface il est carré. Et puis voilà, c'est disponible. Donc, comme je vous expliquais, de la maternelle au primaire, on peut facilement enlever les réglages, les remodifier, rajouter des apps, supprimer des apps. C'est assez facile à comprendre, même quand on n'est pas expert en numérique. Et en tout cas, ça fait très bien le travail en classe primaire quand parfois on a des iPads qui ne sont pas gérés par une communauté ou par le directeur ou par le responsable numérique. Voilà un petit peu ce qui conclut cet atelier. Donc, alors, on va finir là-dessus, comme ça vous aurez tout. Nous, on est une société de formation, donc on fait que de la formation, mais on propose aussi sur notre Instagram, pour ceux qui nous auraient peut-être déjà suivis avant le CAID, je vais me mettre au milieu pour que vous puissiez scanner les deux côtés. On propose des astuces tous les vendredis de l'année scolaire, qui soient en général sur iPad, mais aussi de numérique en manière générale. On propose des sites web accessibles, on propose des... Ouais, on va résumer le QR code. On propose vraiment des petites astuces. En général, c'est des choses gratuites. Donc, on essaye vraiment de centrer sur tous les usages, tous les types d'usages pédagogiques. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. C'est gratuit. On ne fait pas de publicité. On n'est pas là pour vendre des choses. Par contre, on vous montre des astuces sous format de vidéo que vous pouvez reproduire après à la maison si vous avez l'outil adéquat. Voilà pour nous. N'hésitez pas non plus à nous retrouver. On a un petit stand là au niveau du salon Startup. Si vous voulez discuter avec nous, il n'y a aucun problème. Et puis, on accueillera aussi toutes vos questions. Sans aucun souci, on essaiera d'y répondre ensemble. Voilà en tout cas pour cet atelier. Je vous remercie pour votre attention et un très bon CAID à tous. Merci à tous.